L'avenir du pacte vert européen avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est le thème de notre débat avec Florent Joigny. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur en finance durable et performance management chez Axis Consultant. Nel Makarov, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le directeur de Stratégique Perspective. Drill, baby, drill, c'était l'un des slogans de campagne de Donald Trump. Florent Joigny, il tient cette promesse avec un des décrets signés qui va relancer les forages tous azimuts, on peut dire ça ? On peut dire ça, effectivement. Les États-Unis, comme on peut le penser, effectivement, est le premier producteur de pétrole, le premier producteur de gaz, le second, effectivement, également sur la production du charbon. Donc, pas forcément des bonnes nouvelles pour l'économie verte. Après, il y a les paroles, il y a les actes. On peut voir effectivement que sur les paroles d'entrée, il a annoncé la sortie de l'accord de Paris. De l'accord de Paris, tout à fait. Maintenant, sur les actes, il faut voir comment cela se traduit. On a pu voir que depuis 2007, le CO2 pour les États-Unis a diminué, qu'on soit sur les républicains, qu'on soit sur les démocrates. Peu importe en fait le parti politique, il y a quand même eu une baisse du CO2. Et ces éléments-là, en fait, vont se traduire par la suite par, on va dire, une mise en perspective pour l'Europe assez intéressante. Ouais. Alors on va en parler de ce que l'Europe peut faire, mais peut-être sur le constat américain, Nel Makarov, effectivement, il y a ce que promet Donald Trump, mais il y a aussi ce que certaines grandes entreprises américaines ont déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a des virages qui ont été pris. Est-ce qu'elles peuvent influencer Donald Trump pour ne pas aller trop loin dans ce retour en arrière, d'après vous ? En tout cas, le retour en arrière va s'avérer extrêmement coûteux pour l'économie américaine. Oui. L'administration Biden avait investi près de 400 milliards de dollars, notamment dans les États d'ailleurs républicains rouges du sud des États-Unis pour construire des usines de batteries, de solaire. Les États-Unis sont le 3e producteur de panneaux photovoltaïques au monde. Donc on voit vraiment le rattrapage américain. Et ça avait créé 400 000 emplois aux États-Unis. Donc un vrai retour en arrière, comme il semble un peu l'annoncer, en coupant notamment les subventions aux véhicules électriques ou en revenant sur l'éolien, risque d'être fort dommageable pour l'économie américaine, mais aussi indirectement pour l'économie européenne, étant donné que beaucoup de nos entreprises ont énormément investi dans des chaînes de valeur aux États-Unis. C'est le cas notamment du secteur éolien qui aujourd'hui dévisse en bourse en raison du retournement de Donald Trump sur l'éolien en mer notamment. Florent Joigny, en quoi ça peut être aussi une opportunité pour l'Europe de se renforcer, de se souder, parce que la question de la réponse européenne, évidemment, elle est liée à l'unanimité, 27 pays qui doivent montrer un visage soudé, et c'est pas forcément simple si on pense à un Viktor Orban en Hongrie ou à une Giorgia Meloni en Italie, par exemple. Déjà, je vais faire un peu de rétrospective, c'est-à-dire qu'en 2016, Donald Trump avait déjà annoncé cette sortie des accords de Paris. Emmanuel Macron, à l'époque, avait eu un slogan assez intéressant sur Make Our Planet Great Again. Great Again, exactement, qui avait créé un premier mouvement de coalition, de renforcement. On voit que l'Europe, depuis toujours, et ça c'est l'une de nos forces, on est pionnière dans l'économie verte, dans la durabilité. On a mis en place le Green Deal, on a mis en place la CSRD, la CS3D. Aujourd'hui, en fait... Mais il y a pas mal de voix qui s'élèvent pour dire attention, ça va trop loin, la CSRD c'est trop contraignant, notamment pour les ETI, le pacte vert, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a le mouvement des agriculteurs. On est plutôt dans une période, enfin c'est mon sentiment, où les voix de ceux qui disent, celles et ceux qui disent appuyons sur le frein en matière de transition environnementale sont fortes, quoi. Alors, ce n'est pas appuyons sur le frein, c'est effectivement, on peut parler de la lourdeur bureaucratique, comme ça a été annoncé par M. Séjourné récemment. Effectivement, il y a une lourdeur, ça on peut l'entendre. Maintenant, c'est pas parce qu'on arrive sur les 1200 points de données qu'il faut tout stopper, tout revoir. Le choc de simplification annoncé, effectivement, peut aller justement dans cette bonne direction pour l'Europe et justement embarquer les 14 pays qui n'ont toujours pas justement transposé cette CSRD dans leur propre réglementation. Mais il faut avoir en tête qu'on a quand même fait énormément de progrès depuis les années 2000, si on prend du recul sur l'économie, et je pense que l'Europe y est fortement favorable. Maintenant, on a deux possibilités. La première, c'est soit effectivement on va se plier aux droits de douane américains et on va subir
leurs décisions, soit on prend les devants et effectivement on a une économie beaucoup plus forte européenne, on arrive à s'unifier tel que ça a été demandé récemment par Taubira et on arrive à retrouver cette nouvelle dynamique. Nel Makarov, Donald Trump, il cherche à créer en Europe une dépendance accrue au gaz américain. Il a évoqué une sorte de donnant-donnant. Achetez mon gaz, vos droits de douane n'augmenteront pas. Bon, d'abord, est-ce qu'il faut rentrer dans ce bras de fer? Et puis, quels seraient les risques, surtout? Clairement, l'administration Trump décide d'ouvrir un chantage énergétique, on peut le qualifier ainsi, avec le gaz naturel liquéfié. L'Europe dépend à 50% du gaz naturel liquéfié américain, notamment suite à la guerre de la Russie en Ukraine. Et clairement, c'est un problème énergétique, de sécurité énergétique pour les Européens, de dépendre autant des États-Unis, parce qu'on va dépendre des soubresauts de la politique américaine et de ce chantage, notamment pour obtenir des concessions commerciales et économiques de la part des Européens. La bonne stratégie pour les Européens face à ça, c'est avant tout d'investir massivement dans la transition. Typiquement, si vous électrifiez vos transports, votre chauffage, votre industrie, et que vous déployez les énergies renouvelables, petit à petit, vous dépendrez beaucoup moins du gaz. Et d'ailleurs, c'est déjà en train de se passer, car la demande de gaz en Europe décroît, ce qui signifie qu'à terme, en fait, le client européen pour le gaz américain risque finalement d'être un assez petit client sur le moyen terme. Ouais. Donc, ce que j'entends de vos deux interventions, c'est plutôt que l'Europe devrait accélérer. C'est-à-dire devenir une sorte de ce qu'elle a voulu faire avec le Green Deal, avec le Pacte Vert, une sorte de continent pionnier ou pilote ou le plus avancé en matière d'ambition environnementale, mais aussi de réglementation environnementale, parce que l'enjeu il est là, Florent Joigny. En fait, si on reprend les droits de douane tels que le martèle Donald Trump, ça peut être une opportunité pour nous effectivement de réindustrialiser nos industries, d'être moins dépendants, on va dire, des États-Unis, de pouvoir accélérer sur l'économie circulaire. On va prendre également l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile, c'est un secteur qui souffre énormément en Europe. Si on compare, on va dire, à la Chine, il y a 2 ans, en fait, on regarde la carte des constructeurs automobiles, la Chine n'apparaissait pas. Et pour autant, grâce justement à l'environnement, grâce à l'électrification justement des moteurs, la Chine a réussi à innover, à retourner un petit peu le marché. Et c'est sur cet exemple-là qu'il faudrait qu'on arrive à s'appuyer justement en Europe pour innover. Oui. Je vous en prie. Non, alors je reprends la main. Mais avec quand même une question, parce qu'effectivement, si on prend l'Inflation Reduction Act voté pendant le mandat précédent, le mandat de Joe Biden, Nel Makarov, il a fonctionné comme un aspirateur à projets. Il y a pas mal de projets européens qui sont partis là-bas. Je ne suis pas sûr que le virage que prend Donald Trump va tarir le flot des projets européens qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que l'électricité, l'énergie, elle reste beaucoup moins chère aux États-Unis. C'est un argument d'appel. Elle est extrêmement chère en Europe parce qu'on dépend fortement notamment des importations de gaz et des marchés internationaux qui fixent le prix pour les Européens. D'où l'importance aussi d'accélérer la transition en Europe pour réduire cette dépendance. Oui, mais ça continue de prendre du temps. À court terme, la difficulté, c'est de retenir les projets d'énergie verte. Et d'où l'importance, pendant ce mandat qui s'ouvre à l'échelle européenne, d'avoir une vraie stratégie industrielle basée sur la décarbonation, qui permet de créer ces chaînes de valeur pour les technologies vertes en Europe, faire face à la concurrence chinoise, parce que, quoi qu'en dise la Maison-Blanche, la course industrielle à la transition écologique ne s'arrête pas avec Donald Trump. La Chine investit massivement. D'autres pays émergent comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud, par exemple. Et les Européens doivent rester dans cette course industrielle à la transition écologique. Et on a un certain nombre d'atouts. L'éolien en mer reste un secteur très fort. Le secteur des pompes à chaleur aussi. Le véhicule électrique, on peut, si on investit correctement ensemble, créer une vraie filière de la batterie en Europe. Mais ça nécessite en tout cas d'avoir une vision assez de l'unité européenne sur une stratégie industrielle commune, disons. Les réglementations européennes, je pense par exemple à la CSRD, qui par capillarité s'applique à toute une chaîne de valeur et donc en dehors des frontières européennes. C'est une espèce de cauchemar pour un Elon Musk, pour les libertariens américains et donc une cible forcément. Est-ce que vous l'analysez comme ça, Florent Joigny? C'est un cauchemar aujourd'hui, mais c'est une excellente chose en fait si on voit que
les populations, les collaborateurs, il y a eu un effet, on va dire, de renversement des situations, de mindset. Si vous prenez je vous prenais l'exemple de 2000. En fait, la RSE aujourd'hui, hier, était considérée comme un sujet abstrait, abscon, qui ne parlait pas beaucoup. On ne mettait pas, on va dire, la durabilité au même niveau. Aujourd'hui, c'est stratégique. C'est vrai, exactement. Aujourd'hui, c'est stratégique. Et en fait, on voit que tous ces changements, et on peut reprendre différents exemples dans notre histoire, que ces changements viennent en fait des comportements, des ambitions, des mindsets du peuple. Okay. Et en fait, les entreprises aujourd'hui commencent à vraiment accélérer sur cette transition, commencent à revoir leur business model. Oui, on est d'accord, on le montre très régulièrement dans cette émission. Mais enfin, il y a aussi une majorité d'Américains qui a choisi Donald Trump. Ça représente, il y avait à sa cérémonie d'investiture un certain nombre de leaders qui sont soit chefs de gouvernement, soit leaders d'opposition, on va dire, d'extrême droite ou de droite populiste. Ça représente aussi une partie de l'opinion qui n'en veut pas de ce virage environnemental. Absolument, mais on ne peut pas la sous-estimer, quoi. Mais j'ose espérer que la rationalité économique va reprendre le dessus dans le débat européen, en tout cas. Je vous trouve très optimiste, avec un certain nombre... Parce qu'il faut aussi les convaincre, ceux qui votent Trump ou ceux qui ont voté Orban ou Meloni en Italie. Mais vous savez, sur un continent où on n'a pas de ressources pétrolières et gazières, a priori, si on ne veut pas dépendre trop de l'extérieur et avoir une industrie qui ne souffre pas de la volatilité des prix du gaz notamment, la transition, ça semble être le moyen le plus rationnel d'un point de vue économique. Et par ailleurs, ça ouvre des marchés. Et même en Italie, de Giorgia Meloni, vous avez des entreprises qui font le pari de la transition. Typiquement, l'Italie est un des champions des pompes à chaleur industrielles. Donc on voit que dans cette économie, même dans ce monde politique très difficile sur les sujets de transition verte, le monde économique, en fait, est malgré tout au rendez-vous parce que c'est une opportunité industrielle. C'est la nouvelle ère industrielle qui s'ouvre. Et en fait, l'adversaire principal ici, le concurrent principal, ce ne sont pas les États-Unis, c'est principalement la Chine qui est en train de prendre ce virage à grande vitesse. Qui est largement dominante et les Européens ont tout intérêt à un moment donné, s'ils ne veulent pas avoir une transition made in China, de vraiment investir en commun dans une stratégie industrielle et créer les filières européennes des technologies vertes. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact. Je pose la question au patron du groupe .S.